Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau du Media Lab. Notre invité cette semaine est Luc Ferry. Bonsoir Luc Ferry. Bonsoir jeunes gens. Bonsoir Luc Ferry, vous êtes philosophe, ancien ministre de l'Éducation nationale sous les deux gouvernements de Raffarin. Vous êtes connu pour avoir œuvré sur différents projets comme la lutte contre l'illettrisme, mais vous êtes aussi à l'origine de la loi sur la laïcité à l'école et de l'interdiction des signes religieux ostentatoires. Aujourd'hui, vous êtes auteur de nombreux ouvrages comme Philosophe politique, La pensée 68 ou encore Nouvel ordre écologique. Mais si ce soir vous êtes à l'Université catholique de Lille, c'est pour parler de votre nouvel ouvrage, L'innovation destructrice. Alors, dans ce livre, vous analysez les effets pervers de l'innovation tout en soulignant son importance cruciale dans nos sociétés modernes. En tant qu'ancien ministre de l'Éducation nationale, pourquoi avoir choisi l'Université catholique de Lille ? Parce qu'on m'y a invité, c'est tout bête, et que je n'ai rien contre les catholiques. Je ne suis pas croyant, mais j'ai une vraie passion pour la tradition catholique, enfin, à vrai dire, pour l'évangile de Jean, pour être plus précis. Et j'ai écrit plusieurs livres sur la théologie et la philosophie chrétienne, en particulier un livre avec l'actuel ministre de la Culture du Pape, qui est le cardinal Ravasi, qui est un type épatant. On a publié ensemble un livre qui s'appelle « Le cardinal et le philosophe » et dans lequel on a analysé quel pourrait être le message, la signification du message de Jésus pour les non-croyants, justement, dans le cadre d'un programme de l'Église qui s'appelait le Parvis des gentils. Voilà, c'était un moment formidable parce qu'on a fait ça au Vatican et c'était passionnant. Donc je ne suis pas croyant, mais comme je dis toujours, si j'avais un livre à garder sur l'île déserte, ce serait quand même l'Évangile de Jean. Mais pourquoi avoir choisi de venir parler d'innovation à des étudiants? La caractéristique principale des sociétés occidentales modernes, c'est à la fois la logique de l'innovation et de la rupture avec la tradition. Donc ce qui va caractériser le XXe siècle, c'est une série d'innovations absolument inimaginables. On va inventer la voiture, l'avion, la télévision, la radio, l'Internet, enfin 1000 choses, et puis dans le domaine médical, des choses absolument extraordinaires. Et en même temps, presque toutes ces grandes innovations marquent des ruptures avec la tradition. Et donc ce qui va caractériser le XXe siècle, c'est pas simplement des innovations sur le plan scientifique, mais dans tous les domaines. On va inventer l'art contemporain, qui est une rupture avec, par exemple, avec la perspective en peinture, avec la tonalité en musique. On va inventer un théâtre qui ne ressemble pas au théâtre classique. On va inventer même dans le domaine du cinéma, on va, avec la nouvelle vague, inventer des nouvelles figures du cinéma. Et donc constamment, on est dans cette logique de l'innovation, mais qui est aussi rupture avec la tradition. Et derrière, il y a une logique de fond que j'analyse dans ce livre. L'innovation est formidable. On est là aussi dans un monde hospitalier et l'espérance de vie des Français a été multipliée par 3 par rapport au XVIIIe siècle, ce qui est quand même absolument extraordinaire, quasiment par 3. Et donc, grâce à des innovations, notamment médicales, mais il y a aussi une face sombre de l'innovation et qui est la rupture avec la tradition, évidemment. Alors, votre venue à l'Université catholique de Lille s'est faite dans un contexte particulier. Oui. Cette venue a été soumise à des conditions de sécurité très strictes. Oui. Je pense que vous l'avez compris, nous allons parler de Paris. Oui. Dans votre livre, un chapitre s'intitule « La BFMisation de l'info ». Oui. Que pensez-vous du traitement médiatique accordé aux attentats du 13 novembre et de l'assaut à Saint-Denis ? Écoutez, le traitement médiatique, au fond, je m'y suis pas beaucoup intéressé. On suit l'actualité comme ça. Ce qui est vrai, c'est que les chaînes d'information sont obligées de remplir en permanence les tuyaux, si je puis dire, et que du coup, ça tourne à l'inanité, à l'imbécilité flagrante les 3/4 du temps, parce que les malheureux n'ont rien à dire. Et comme ils sont en permanence devant les caméras, il faut quand même qu'ils disent quelque chose. Et c'est fâcheux, parce que quand on n'a rien à dire et qu'on est obligé de parler, ça donne pas des résultats grandiloquents. Mais ce qui est le fond de l'affaire, c'est pas la manière dont les médias ont traité le sujet. Ce qui est le fond de l'affaire, c'est le sujet lui-même. C'est-à-dire qu'il y a puisque là aussi on est non seulement dans un monde hospitalier, mais un monde religieux. Pour moi, il est absolument évident qu'on ne peut pas simplement réduire les émules de Daesh à des terroristes ou à des extrémistes, comme on l'a dit beaucoup dans le Poste, mais évidemment, il y a une dimension religieuse derrière. On ne sacrifie pas sa vie sans rapport au sacré. Et donc, on a beaucoup de mal, nous, à comprendre ces gens, parce que pour nous, le modèle du sacrifice, même si on n'est pas croyant, il est quand même, dans l'histoire de l'Occident, il est quand même celui de Jésus. Et Jésus est quelqu'un qui a sacrifié sa vie, non pas pour tuer d'autres gens, mais pour les sauver. C'est ça le modèle qu'on a en tête. Pour nous, il va de soi que quelqu'un qui sacrifie sa vie, ça ne peut être que pour sauver d'autres gens. Voilà. Alors que là, on a affaire à des individus qui sacrifient leur vie sans barguigner, sans même hésiter,
apparemment dans l'allégresse, mais pour tuer d'autres gens, pour faire le plus de mal possible. En plus, à des gens qui ne connaissent pas, à des innocents, n'importe qui dans la rue. Et donc, pour nous, c'est extrêmement difficile à penser. Et encore une fois, ne coupons pas ce terrorisme de ses racines religieuses qui sont très profondes. Alors on va rester dans le thème du journalisme. On voit qu'aujourd'hui les kiosquiers ont de plus en plus de mal à vendre leurs journaux, alors que l'info en continu sur le web, elle tourne. Vous en parlez d'ailleurs dans votre ouvrage. Et donc finalement, quel avenir pour la presse papier? Écoutez, j'en parlerai tout à l'heure, mais la presse papier, elle est en très grande difficulté. Pourquoi? Parce qu'elle est concurrencée, comme d'habitude, par la radio, par la télévision, mais aussi par les notifications qu'on a en continu sur ces petites choses. Et donc, quand vous pensez qu'on a en continu l'information en permanence, que quand je vais rentrer tout à l'heure à Paris, je vais rentrer malheureusement en voiture, mais enfin, probablement j'écouterai France Info. Quand j'arriverai chez moi, si il y a une information particulièrement importante, peut-être que je mettrai BFM, justement, la meilleure chaîne d'infos. Bon. Et donc, comment voulez-vous que le patron d'un journal comme Le Figaro, ou comme Aujourd'hui en France, vous resserve une 4e fois ce que vous avez déjà eu 3 fois dans la journée? Et donc, ça oblige à nouveau à l'innovation destructrice. C'est-à-dire constamment, la presse est obligée de chercher à innover. Peggy disait à peu près, je cite de mémoire, le journal de la veille est plus vieux que l'Odyssée d'Homère. Rien ne vieillit plus vite que l'information qu'un journal, parce qu'on est dans cette logique du scoopisme permanent, ce qui fait un effet pervers dramatique dans la presse. Et d'ailleurs, je vous le dis comme jeune futur journaliste, le grand problème des journalistes, c'est pas de leur faute, c'est la logique de cette innovation destructrice. Ils n'y peuvent rien d'une certaine manière. C'est que le nouveau est devenu plus important que l'important. C'est ça qu'on vit dans la presse. Le nouveau est plus essentiel que l'essentiel. On est dans la logique du scoopisme généralisé et ça ne peut pas être autrement à cause de ce que je viens de vous dire, le fait qu'on a 3 fois dans la journée l'information en continu et que le lendemain matin, encore une fois, la presse papier est en grande difficulté parce qu'il faut qu'elle innove à nouveau. Et elle a une autre difficulté, mais on ne va pas rentrer dans les détails, c'est que les modèles économiques de la presse papier se sont effondrés parce qu'ils sont partis sur les cookies et ils sont partis sur Internet, évidemment, qui est beaucoup moins cher et beaucoup plus efficace. Mais au final, du coup, l'actu chaude prend le dessus sur l'essentiel de l'information. Ben, c'est exactement ce qui se passe. Quand vous regardez les chaînes d'infos, vous êtes frappé par le fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, que pour un quart d'heure d'information intéressante, ou peut-être, soyons généreux, mettons pour 2 heures d'information intéressante sur 24 heures, ben, vous avez 22 heures d'âneries sans nom, de trucs de bavardage, enfin de robinet d'eau tiède, quoi, où les types répètent 50 fois la même chose, et ils ne peuvent pas faire autrement, puisque ce sont des chaînes en continu, c'est pas de leur faute. Donc ils se creusent le crâne pour essayer de trouver un truc, donc on essaie d'inviter des gens. On a ces malheureux experts qui répètent 40 000 fois la même chose dans la journée. Tout ça, voilà, tout ça est évidemment lié à la technique elle-même, c'est lié à la logique même de cette information technologique, si je puis dire. Voilà, c'est pas, à la limite, c'est pas de la faute des journalistes, mais méfiez-vous de ça. Dans cette logique de l'innovation permanente, encore une fois, le nouveau devient plus important que l'important, et ça, c'est un vrai problème. Les gens le sentent, ils s'en rendent compte. Dans votre ouvrage, vous généralisez cette notion de destruction créatrice de Schumpeter à tous les domaines. Oui. En éducation, comment amener à l'innovation? Quelles solutions vous proposeriez pour relancer la recherche et l'innovation? Oui, surtout pas innover, c'est ça que je proposerais dans le domaine de l'éducation. Plus on est conservateur, moins on fait de bêtises. Et donc je pense que le grand drame des 50-40 dernières années, en tout cas, ça a été ce qu'on a appelé la rénovation pédagogique, la création des départements de sciences de l'éducation, qui ont été, je crois, vraiment une calamité, je le dis sans hésiter, une calamité pour le système éducatif. Donc je pense que ce soit les nouvelles méthodes de lecture, que ce soit le fait qu'on ait abandonné les cours magistraux, etc., je pense honnêtement que ça a été une catastrophe et que quand vous voyez le niveau du bac aujourd'hui, bah, vous vous apercevez que par rapport à ce qu'était le bac il y a 40 ou 50 ans, c'est carrément craché de manière désolante. Comme je dis toujours, ça les énerve, mais c'est quand même la vérité. Pour ne pas avoir le bac aujourd'hui, il faut faire la demande. Donc voilà le problème. Et donc toute cette rénovation pédagogique, franchement, pour 1 ou 2 trucs intelligents, vous avez 50 âneries mortifères qui ont dévasté le système éducatif. Donc la première chose à faire, encore une fois, en matière d'éducation, c'est de ne pas innover. Voilà, vous savez, le par cœur, les choux, hibou, genoux, cailloux, les cours magistraux, ça avait quand même du bon. On apprend plus avec un cours magistral en 1 heure qu'avec les techniques de méthode hyperactive qu'on a mises en place. On apprend plus en 1 heure avec un cours magistral qu'en
qu'en un an avec ces méthodes hyperactives. Donc on voit bien que, vous voyez, il y a autant d'élèves aujourd'hui très très bons qu'il y en avait avant, il y a autant de très mauvais, mais c'est une courbe de Gauss. Le milieu de gamme, si je puis dire, c'est complètement effondré. Voilà, et ça, c'est quand même un problème énorme, et qui est en partie lié, pas seulement, mais en partie lié à la rénovation pédagogique. Et hélas, on continue avec le ministère actuel. Mais vous, en tant que ministre, en tant qu'ancien ministre de l'Éducation, qu'est-ce que vous pourriez proposer pour accroître la réussite scolaire? Ce que j'ai fait, c'est j'ai rien d'autre à proposer. Faire en sorte qu'on divise les CP en deux, parce que 80% des enfants qui n'apprennent pas à lire au CP n'apprennent jamais à lire. Donc vous retrouvez les mêmes au JAPD, aux journées d'appel pour la défense. Donc faire en sorte de se donner les moyens de faire en sorte qu'il faut mettre le paquet entièrement sur l'école primaire. Tout se joue là. Tout se joue à l'école primaire. Et donc, quand les gamins ont manqué les apprentissages fondamentaux à l'école primaire, notamment l'apprentissage de la lecture, c'est pas rattrapable. On sait produire de l'échec, on sait pas rattraper. Voilà. Et donc, oui, je proposerais ce que j'avais fait, c'est-à-dire les dédoublements de cours préparatoires, parce que, encore une fois, c'est là que ça se joue pour l'essentiel, même si l'apprentissage de la lecture se développe sur 3 ans. La classe charnière, c'est le CP, c'est le cours préparatoire. Voilà. Et puis, par ailleurs, refondre complètement la voie professionnelle, non pas du tout pour se débarrasser des mauvais élèves, mais pour au contraire faire en sorte que cette voie professionnelle soit une voie de réussite et d'excellence, ce qui suppose de créer l'équivalent de Polytechnique, d'HEC ou de la rue d'Ulm dans la voie professionnelle. Voilà. Si j'étais resté un an de plus, c'était fait. Malheureusement, ça a été supprimé, tout ça, une semaine après mon départ. Et donc, voilà, vous savez, on a été 9 ministres depuis 2004, depuis que j'ai quitté. Donc, ça veut dire que chacun des ministres est resté juste le temps qu'il faut pour ne rien faire. C'est quand même catastrophique. C'est le seul pays au monde où c'est comme ça. Attendez, 9 ministres en 10 ans. Moi, je suis resté 2 ans. C'est probablement moi qui suis resté le plus longtemps, ou pas loin d'être le plus long dans le poste, si je puis dire. Donc oui, c'est absurde. On est dans une situation grotesque. Alors, et là, ça c'est reparti pire que jamais. Voilà, donc je ne suis pas très optimiste sur le sujet. Voilà. Alors on va revenir à votre ouvrage. Il faut que j'aille parler devant ces personnes qui m'attendent. Alors, voilà, c'est bientôt fini. Bon, voilà. Parce que j'ai horreur de faire attendre les gens. Je suis toujours à l'heure, je n'ai jamais réussi à être en retard. Donc je trouve que c'est quand même un minimum de politesse. Mais bon, allez-y, je vous écoute encore. D'accord, donc dans votre ouvrage, vous parlez de la destruction des emplois qu'engendre l'innovation. Oui, grand problème, ouais. Dans un premier temps, mais est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres effets néfastes, par exemple le creusement des inégalités en matière d'art, par exemple? En matière d'art, pourquoi? À quoi vous pensez? Parce que vous généralisez l'innovation dans tous les domaines, à la différence de Schumpeter, et l'art n'est pas forcément accessible à tous. Et pourquoi il ne serait pas accessible à tous? Parce que vous trouvez que l'art contemporain est réservé à une élite bourgeoise? Ce qui est vrai d'ailleurs. Je suis d'accord avec vous. Si c'est, mais allez-y carrément. Non, Schumpeter parlait d'art à propos de l'art contemporain. On va parler de ça dans 3 secondes. Il parlait d'art capitaliste. Il a tout à fait raison. La logique du capitalisme, c'est la logique de l'innovation permanente. Ces petits objets-là, celui-là en particulier, il est le symbole même de la logique capitaliste à l'état chimiquement pur. Constamment, le problème d'Apple, c'est d'innover, de trouver un truc nouveau, trouver quelque chose de plus pour nous obliger à acheter. Et au fond, l'innovation nous oblige à acheter, soit qu'elle renvoie les objets anciens à la poubelle, soit qu'elle nous tente avec les nouveaux. Et quand vous regardez l'art contemporain, si vous allez à la FIAC, c'est très intéressant parce que l'art contemporain, en vérité, n'est qu'une espèce de double, un peu grotesque parfois, de cette logique de l'innovation destructrice. Si vous allez à la FIAC, il y a très très peu de beauté, très très peu d'intelligence, mais énormément de tentatives d'innovation plus ou moins réussies. Et ça donne quelque chose qui est assez frappant dans l'art contemporain, c'est que l'artiste est de gauche parce qu'il transgresse, il rompt avec la tradition, mais l'acheteur est de droite. Les grands acheteurs d'art contemporain, c'est des très grands bourgeois. D'ailleurs, aucun d'entre nous autour de cette table n'a les moyens d'acheter le veau au formol de Damien Hirst, 13 millions d'euros. À moins que vous ayez un portefeuille caché, je pense que vous n'achèterez pas ça. Donc, qui peut l'acheter? C'est François Pinault, c'est Bernard Arnault, c'est Marc Ladreit de la Charrière, c'est des grandes banques suisses, des grandes banques américaines ou japonaises. Mais évidemment, encore une fois, l'artiste est de gauche, mais l'acheteur est de droite. Et les deux se sont réconciliés dans la logique capitaliste, il faut bien le dire, de l'innovation et de la rupture avec la tradition. C'est la clé de la culture contemporaine. Voilà. Et si vous ne comprenez pas ça, et évidemment, quand je dis ça, ça énerve les fanatiques
fanatiques, les gardes rouges de l'art contemporain. Mais si vous ne comprenez pas ça, vous ne comprenez pas cette logique, en effet, de l'innovation destructrice, la logique de l'art contemporain, mais qui va, vous le soulignez comme ça au passage, mais qui va en vérité infiltrer tous les domaines de la vie humaine dans les sociétés modernes, avec des effets formidables, mais aussi des effets désastreux. Il y a vraiment les deux. Donc il faut être ni optimiste ni pessimiste, c'est une facilité, mais plutôt, moi je dirais tragique. C'est-à-dire que tragique, ça veut dire que les lumières ont toujours une face d'ombre. C'est ça que ça veut dire. C'est pas pessimiste, c'est pas optimiste. Je déteste les deux, mais comme disait Bernanos, si l'optimiste est souvent un imbécile heureux, le pessimiste n'est la plupart du temps qu'un imbécile malheureux, ce qui est très bien vu. Et malheureusement, là, on a beaucoup d'intellectuels aujourd'hui qui ont comme fond de commerce le pessimisme. Ce n'est pas du tout mon cas, mais en revanche, je reconnais que voilà, cette logique-là, elle est à proprement parler tragique. Alors, vous l'écrivez dans votre livre, après la régression vient la création d'emplois. Oui. Est-ce que vous pourriez argumenter, expliquer un peu? Oh, écoutez, c'est très simple. Si vous prenez les nouvelles technologies, alors je ne parle même pas d'Uber Pop ou d'Airbnb ou Blablacar, mais si vous prenez par exemple un groupe comme Amazon, il y a 3000 librairies en France. Hein, eh bien, je prétends que dans 10 ans, il en restera 300. Donc, pourquoi? Parce que nous allons acheter nos livres sur Amazon, parce que c'est beaucoup plus commode. Alors, en plus, souvent, c'est un peu moins cher. Et en un clic, et ça arrive chez vous le lendemain ou au bout de 48 heures. Et en plus, vous trouvez des introuvables. Et donc, de même que les disquaires ont disparu, les libraires, mais aussi, par exemple, je ne sais pas, moi, les agences de voyage vont en prendre un coup. Beaucoup vont disparaître à cause d'Amazon, à cause du net, etc. D'une manière générale, la digitalisation du monde va faire disparaître un certain nombre d'emplois. Et le problème qui se pose, c'est de savoir si on va recréer autant d'emplois, si Amazon, par exemple, va recréer autant d'emplois qu'il en détruit. En gros, on détruit aujourd'hui 10 000 emplois par jour en France, on en crée, je ne sais pas, 9 500, quelque chose comme ça. Il y a un petit différentiel qui explique le chômage, mais évidemment que l'automatisation et la digitalisation, l'uberisation du monde, comme on a dit, mais ce n'est pas exactement la même chose, mais ça va avec, ça pose un problème. Et donc la grande question aujourd'hui, d'ailleurs qui agite les économistes, ils sont comme toujours en bisbille sur le sujet, les uns disent blanc, les autres disent noir, c'est la question de savoir si ces nouvelles technologies vont créer plus d'emplois qu'elles n'en détruisent. Aujourd'hui, c'est une vraie discussion, on ne va pas la voir là, mais c'est probablement un des plus grands sujets dans le domaine de l'économie aujourd'hui. Luc Ferry, merci d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes charmant. Quant à nous, nous nous quittons. Retrouvez-nous sur le site de la FLSH pour retrouver cette interview. Et bonne fin de journée, bonne soirée à tous. Mimi, à vous aussi. Bonne soirée.